actuellement, M. Tétrault, au point 6.3, 6.4 de l'ordre du jour. Je vais rapidement quand même faire adopter l'ordre du jour. Donc, point 1, mot bienvenue. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, procès-verbaux du 4 août. 4, correspondance, il n'y a rien pour ce soir. 5, rapport des comités, responsables des comités de dossiers majeurs. 6, présentation des comptes d'administration et finances. Donc, le 6.1 est retiré. Le 6.2, 3, 4 et 5 et 6 demeurent. Excusez, le 2 est retiré aussi. 7, affaires générales. 7.1 est retiré, ainsi que le 7.9 qui sont retirés. Les autres points restent à l'ordre du jour. 8, adoption des règlements. 8.1, 2 et 3. Donc, les règlements 356-2025, 357-2025 et 359-2025. Je fais ça vite, hein? 9, avis de motion 9.1, avis de motion pour le règlement 360-2025. 10, projet de règlement 10.1, dépôt de projet de règlement 360-2025. 11, urbanisme 11, 2, 3, 4, 5 demeurent en place. 12, divers, 13, période de questions. 14, levé de l'Assemblée. Ça prend un proposeur en appui pour l'ordre du jour. M. Gilles, appuyé par Mme Suzanne. C'est adopté à l'unanimité. Merci. Donc, je m'excuse d'avoir accéléré comme ça. C'est parce que M. Tétrault, que je vais présenter un peu, nous a fait la gentillesse de s'ajuster pour être ici à 6h30, parce qu'il faut être ici à 7h30. Puis là, on a dit, si on t'offre notre nom, après ça, on est financier à 7h30. On veut que les gens soient ici. Donc, j'introduis M. Tétrault très rapidement. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous et je souhaite la bienvenue à M. Tétrault qui agit à titre d'auditeur externe pour la municipalité de Sainte-Rose-Nord. Si je ne me trompe pas, M. Tétrault, c'est votre 3e rapport avec nous? Oui, environ, oui. Pour une 3e année consécutive. Donc, comme plusieurs organisations municipales, qu'est-ce qui explique qu'on dépose au mois de septembre les états financiers du 31 décembre? Plusieurs municipalités ont vécu les mêmes problèmes. Aujourd'hui, les firmes qui font les auditions des municipalités sont surchargées. Donc, M. Tétrault sera mieux placé que moi pour vous expliquer le pourquoi. Alors, M. Tétrault, je vous laisse la parole. Bon, bien, merci beaucoup. Donc, oui, effectivement, on a de l'aide pour préparer le dossier. Donc, il y a un bureau qui nous aide à préparer le dossier qui était surchargé. On a eu les documents un peu plus tard. Et la même chose, quand on arrive au mois de juin, on est surchargé. Mais juste pour, oui, on a jusqu'au 30 juin habituellement, mais il y avait encore 325 municipalités qui n'avaient pas déposé encore au 30 juin. Donc, c'était tout près de 25 %. Là. Mais je pense que c'est la première année que ça arrive là, à Sainte-Rose-du-Nord. Donc, on va y aller avec la présentation du rapport financier. C'est un extrait, comme vous le savez, c'est un document qui va être déposé prochainement sur le site du gouvernement du Québec. Donc, on y va, on fait un budget au début et on compare avec le budget. Il y a eu 1 304 000 de revenus de taxation. Au niveau des montants qu'on reçoit pour les écoles, les terres publiques, il y a un 40 000 qui a été reçu. Les paiements de transfert, c'est les subventions que la municipalité reçoit, des montants de toutes sortes, là, entre autres pour les routes rurales 1 et 2 et aussi pour, les matières résiduelles. Les services rendus, 211 000. Là-dedans, il y a tous les services rendus par la municipalité, mais il y a aussi les montants qui sont payés pour la société de développement là, qui est comptabilisé ici. Imposition de droits, les droits de mutation et les permis, 25 000. Amende et pénalités, 3 000. Des revenus d'intérêt de 19 000 et autres revenus de 24 000. Donc, des revenus de fonctionnement de 1 875 000. On ajoute les subventions et les autres revenus qu'on reçoit pour les investissements, 464 000, donc des revenus total de 2 340 000. Après ça, on a la suite des dépenses qui est une comptabilité par activité. Donc, toute l'activité administration municipale, il y en a pour 571 000.
Là-dedans, on retrouve surtout le conseil municipal, l'évaluation, la gestion financière. Il y a la sécurité publique, donc la facture de la SQ qui est basée sur la richesse foncière et le service d'incendie. Sécurité civile, il y en a pour 102 000. Au niveau du transport, c'est l'entretien des chemins, hiver et été. Circulation, 310 000. Dans l'hygiène du milieu, les matières résiduelles, l'aqueduc et les égouts, tout près de 197 000. Santé bien-être, 5 180. Aménagement urbanisme, 215 000. Dans loisirs et culture, 100 000. Les intérêts sur la dette à long terme, 32 000. Et de l'amortissement, 234 000. Alors, ça fait un excédent comptable de 570 000. Par la suite, il faut faire les ajustements entre le comptable et le fiscal. Qu'est-ce qui intéresse toujours la plupart des gens, c'est le fiscal, parce que c'est là qu'on fait une relation entre le budget, les taxes et les revenus. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on enlève les revenus de subvention pour faire l'acquisition d'immobilisation. On ajoute les amortissements puisqu'on ne les taxe pas. Et on vient soustraire le remboursement de capital. On ajoute aussi qu'on a eu un financement pour payer des dépenses d'opération. On a un 21 000 qui a servi à faire l'acquisition d'immobilisation. On a remboursé un 7 500 à ce moment-là pour faire un fonds d'élection. Et aussi, on avait un 37 000 qu'on avait mis de côté, là, qui est en lien un peu avec le 80 000, qu'on avait mis de côté des dépenses pour, justement, des immobilisations. Mais le plus important, c'est qu'on finit avec un 304 716, donc qui va venir s'ajouter au surplus. Donc, qui va permettre à la municipalité d'avoir une plus grande solidité financière. Au niveau des investissements qui ont été réalisés, ça a été subventionné avec 464 000. Les investissements qui ont été réalisés au niveau de l'administration générale, c'est un serveur. Au niveau du transport, c'est des travaux qui ont été faits sur la rue des Centres des femmes. Au niveau de l'hygiène du milieu, c'est des études, des travaux d'acquisition de terrain qui ont été faits pour l'assainissement des eaux usées secteur urbain. Au niveau des loisirs et culture, c'est des montants qui ont été mis sur la patinoire. Donc, une année, 946 000 d'investissement. Et c'était financé aussi par la dette, 432 000. Puis comme j'avais dit, aussi des subventions, 464 000. Et un montant par les opérations, 21 000. Au niveau du bilan, au 31 décembre 2024, il y avait 309 000 dans les comptes à recevoir. Il y avait beaucoup de montants, 309 000 en encaisse, excusez. Dans le 637 000, c'est tous des comptes à recevoir. Les principaux, là, c'est le MTQ pour 288 000, la TEC aussi, 71 000. Donc, c'est tous des montants il n'y a pas de problème de provision là-dedans. C'est des montants facilement à recevoir. On était sur emprunt temporaire 578 000. On était aussi sur les revenus reportés 166 000. On avait des revenus reportés de 95 000 qui c'était par rapport à un projet là, les dépenses vont être faites cette année. La dette à long terme, 1 077 000. On arrive aux immobilisations, 5 527 au coût amorti. On avait des assurances payées d'avance, le PG, les logiciels aussi, 41 000, ce qui nous donnait un excédent de 4 600 000. Toutefois, le 4 600 000, on va le décortiquer comme suit. Il y en a 380 000 dans le surplus non affecté. C'est toujours le montant le plus important qui nous intéresse, là. Donc, on a un montant de 88 202 dans les montants affectés et on a un montant qu'on va devoir financer de 316 000. Donc, le reste, c'est des investissements nets dans les immobilisations, mais comme je vous dis, les montants les plus importants en comptabilité municipale, c'est vraiment nos surplus. Parce que c'est ce chiffre-là, 380 000, qu'une municipalité n'a pas le droit de faire de déficit. Si elle en fait un, il faut qu'elle se revire d'abord et qu'elle taxe les citoyens. Au niveau des montants affectés, on avait 56 000 pour un fonds de roulement,
On a 17 200 qui va servir à la dette et on a un 15 000 mis de côté pour les élections. Enfin, la dette de la municipalité, 1 81 300 de dette. On va devoir financer 316 000, ce qui nous donne 1 398 000. Et à cela, on ajoute la participation de Sainte-Rose à la dette de la MRC qui représente 32 000, qui donne 1 450 000. Donc, c'est les principaux montants que je considère les plus importants. Le document complet comprend à peu près 80-85 pages. Il y a beaucoup de détails, mais c'est les éléments les plus importants que je viens d'énumérer ici. Si vous avez des questions? Si vous avez des questions de compréhension par rapport aux états financiers, n'hésitez pas à les poser. M. Tétrault va avoir quelques minutes pour répondre aux questions. Si ça touche la compréhension des états financiers. Pour le reste, on aura des discussions en considération. Des questions? Ça fait déjà le tour. Mon Dieu, M. Tétrault, vous avez été efficace ou on posait trop de questions? C'est un peu particulier, hein? Vous savez, la comptabilité municipale, là, on part avec un bénéfice comptable, on fait des ajustements, effectivement que c'est un petit peu complexe, mais en résumé, si je peux me permettre, c'est que notre surplus est quand même passé. On avait un surplus non accumulé qui était assez fragile historiquement. Quand on était ici, on le voit, on était à 75 000. Donc, c'était un surplus assez fragile. Donc, avec le surplus qui a été réalisé cette année avec différents revenus, bien, ça va permettre à la municipalité d'avoir une plus grande stabilité. Donc, c'était en 2-3 ans. Oui, les citoyens ont fait des efforts plus grands, mais c'était nécessaire et ça se reflète aujourd'hui avec une stabilité plus grande au niveau financier. Je me permettrai, M. Tétrault, au début, lorsque vous avez commencé à travailler avec nous, il y a une année où on avait, malgré tout, maintenu le taux de taxation avec une augmentation d'un haut d'évaluation de 30,7 % en moyenne. Souvenez-vous ce que vous nous aviez dit à ce moment-là? Bien, probablement d'y aller, parce qu'on n'avait pas le choix, là. Il fallait... Puis, les municipalités aussi, vous êtes tous aux prises avec la réglementation qui cesse d'augmenter, là. Ils vous en ajoutent encore cette année avec la gestion des actifs, là. C'est toujours... ils rajoutent la paperasse, mais il y a beaucoup de bureaucratie qui vient du gouvernement du Québec, malheureusement, et ces travaux-là doivent se faire, et puis c'est pas nécessairement des services qu'on rend directement aux citoyens, mais il y a de plus en plus de paperasse, hein, on le sait, là, ça fait que... Mais vous n'aviez pas le choix, effectivement, pour rendre compte de toutes les demandes du gouvernement. Je me souviens du terme que vous aviez utilisé, parce que le Conseil, on avait de longues discussions, et vous aviez dit qu'on avait fait preuve de courage, de maintenir le taux de taxation malgré une hausse du haut d'évaluation de 30,7 % et on savait pertinemment que ce serait difficile pour les citoyens. On n'avait pas le choix. Oui. Puis c'est effectivement, vous n'avez peut-être pas mentionné, mais vous savez, Daniel Tétrault, pour l'ensemble des gens, à chaque année, je signe 100 états financiers. Donc, je suis un petit peu en mesure de voir ceux qui doivent le faire, qui n'ont pas eu le choix de le faire. Et donc, c'est ça. Ça l'arrive, malheureusement, ça l'arrive. Il faut que ça se fasse, là, et que vous avez eu le courage de le faire. Alors, on vous remercie. Donc, il y a une question, oui, M. Beauté. Moi, j'aimerais ça avoir une petite explication pourquoi que la dette à long terme, je suis M. Tétrault, vous nous expliquer ça. Pourquoi la dette à long terme Monsieur Aymon, vous allez répéter la question parce que ça coupe, hein, le son. En fait, la question, c'est des explications pour comprendre pourquoi la dette à long terme a augmenté. C'est pour la dette à long terme, elle a augmenté, c'est pour les travaux qui ont eu lieu sur le secteur urbain, les travaux d'assainissement du secteur urbain. Principalement, c'est l'acquisition du terrain pour les eaux usées. C'est le gros morceau là, qui est en lien avec la dette. Autre question. Monsieur Tétrault, je vous remercie infiniment de la qualité de votre travail. On a
d'être ici aujourd'hui. Le conseil municipal le comité de finances et le conseil municipal avaient eu l'occasion de longuement discuter avec vous. Donc, on se souhaite, pour ceux qui vont être encore ici en 2025, on se souhaite toujours un bon état financier pour la prochaine année. Alors, merci. Merci. Bonne fin de réunion à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vais faire le point qui suit concernant je me suis permis de faire un petit résumé un peu. En fait, pour certains conseillers, pour tous les conseillers, ou pour le maire et tous les conseillers, on s'est fait lors des élections. Donc, c'est peut-être notre dernière occasion de parler de l'état financier et de la gestion des finances. Je me suis permis de réfléchir à un bref retour sur quand on est arrivé en fin 2021, on arrivait de 2 années. En fait, on a eu 2 années de déficit. 2021 qui n'était pas, en fait, qui était l'ancien conseil, et 2022 qui était le nouveau conseil. Pour ceux qui étaient là à l'époque, vous vous souvenez, quand on est arrivé, le budget était fait. Parce que quand on est arrivé en poste, les nouveaux conseillers et les maires, le budget était déjà fait. C'est à ce moment-là, en 2022, que le conseil municipal, devant 2 années de déficit, a pris l'engagement de redresser les finances de Sainte-Rose-du-Nord et de réduire certains coûts, particulièrement liés à la dette, aussi liés à l'utilisation de la marge de crédit. J'imagine que plusieurs s'en souviennent. Ça n'avait pas été une situation difficile, ça n'avait pas été facile de prendre cette décision-là. Et aussi, pour l'année d'ensuite, particulièrement les frais d'intérêt. L'année 2022, on avait 671 000 $ de frais d'intérêt liés à la marge de crédit. Donc, si vous comprenez que la marge de crédit utilisée comme ça, on avait les pieds et poings liés quand on voulait prendre des décisions. En 2023, quand on a eu la hausse moyenne du taux d'évaluation de 30,7, en passant, si je ne me trompe pas, on est en 2025. Alors, oui. Un nouveau rôle d'évaluation. On va être en meilleure position cette fois-là. Donc, 30,7 %, on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas. Notre idée initialement, c'était de réduire le taux de taxation, mais c'est impossible, on n'a pas pu. Monsieur Tétrault l'a dit tout à l'heure, on n'a pas le choix, si on fait les pertes, il faut taxer les citoyens pour payer les pertes. Donc, on l'avait expliqué, qu'on a dit, on va se battre pour éliminer la dette. Donc, le conseil s'est vu dans l'obligation d'augmenter, de maintenir le taux de taxe, malgré qu'il y avait, à ce moment-là, il y avait des taux l'indexation de la consommation variait entre 4,5 et 3,9 %. Pour les citoyens, c'était une hausse très importante et on le savait, on savait qu'on faisait mal à plusieurs. Vous avez exprimé votre insatisfaction, on en a tenu compte. On a géré le budget de façon très serrée. 2023 nous a permis de dégager un léger surplus, 80 000 $, qui nous a permis, en fait, qui est resté dans le surplus parce qu'on a aussi éliminé une dette en cours de processus. Ça nous a permis de réduire la dette. En 2024, on a aussi dégagé des surplus qui nous ont permis de, là, pas juste réduire la dette, on est allé et on n'a pratiquement pas utilisé la marge de crédit. Et malgré qu'il y a eu quand même en 2024, au début de l'année, c'était encore une inflation de 2,5 à 3,9 %. Donc, on avait quand même plusieurs défis à ce moment-là. On avait encore des augmentations de coûts qui nous étaient envoyées par la MRC, la Sûreté du Québec, etc. Et malgré tout, on a géré de façon très serrée, ce qui nous a permis d'arriver, on a opté pour la prudence au niveau des chemins. On a bien fait parce qu'on a maintenu quand même un budget élevé de déneigement. Mes amis Éric, Michel et Gilles le savent. Ce qui nous a permis, oui, on avait moins de neige au début de l'année, mais le printemps, il ne nous a pas manqué. Donc, fort heureusement qu'on a maintenu nos budgets de déneigement, ce qui nous a permis de faire face à la situation. Et on a continué, on a eu la même approche avec la voirie. Ce qu'on voulait absolument, c'était se dégager. Cette année, on avait un budget qui nous permettait de dégager 30 000 $ de surplus, ce qui nous aurait permis d'aller de 80 à 110. Vous voyez, on termine à 380 au total. C'est un très beau surplus. Ça nous positionne en 2023, on était dans les 13 municipalités de la MRC du Fjord du Saguenay. On était, en fait, c'est un peu comme à l'époque des Nordiques du Québec, si vous voulez savoir s'il était en tête de peloton, vous tourniez le journal à l'envers. On était un peu comme les Nordiques de Québec à l'époque. On était à queue de peloton en termes de rendement financier de la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord.
Aujourd'hui, au niveau fiscal, on est 5e, 6e, et au niveau global, on est à milieu du peloton. Donc, on se positionne beaucoup mieux par rapport aux autres municipalités. Pourquoi c'est important d'avoir un bon fonds de roulement? Pour nous donner de la marge de manœuvre, même au niveau des opérations quotidiennes. Vous savez, on a toujours, souvent, si on n'a pas de marge de manœuvre, on est obligé d'aller dans la marge de crédit. Les taux d'intérêt ont augmenté dans les dernières années, fort heureusement, on y va que très rarement, à moins que ce soit des gros projets qui nous obligent. Mais on n'a pas besoin d'aller dans la marge de crédit parce qu'une grande partie de nos budgets proviennent de subventions. Donc, lorsqu'on reçoit des subventions, on est obligé de mettre un pourcentage, que ce soit 10, 15, 20%. Et ça, il faut le prendre si on n'a pas des fonds suffisants, il faut le prendre dans la marge de crédit. Puis là, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais 380 000 pour une municipalité comme Sainte-Rose, c'est beaucoup d'argent. Oui, on est dans le milieu du peloton. En fait, on dit souvent, quand on regarde un peu pour les municipalités, on dit qu'on devrait avoir un trimestre de surplus. Un trimestre de surplus sur un budget de 1 875 000, c'est plus que 300 000. Mais on va se le dire, on va se péter les bretelles, parce que je pense que le Conseil de la zone est fier. On est passé de moins 200 000 à plus 380 000. Je pense que ça a été... On doit dire merci à tous nos citoyens, parce que c'est aussi vous autres qui en avez fait les vrais. Si on a un nouveau rôle d'évaluation, on est en meilleure position pour y faire face, parce qu'on est conscient des impacts. On est conscient qu'on a un gros projet de traitement des eaux usées qui va requérir de la gestion de projet. Une plus grande part, je me souviens, parce que il faut que je dise merci à notre ami Eric, qui est à la direction générale, à notre ami Nancy, qui est à la comptabilité, à notre ami Michel, qui pilote le comité finance, qui s'est réuni à tous les trimestres pour faire le suivi des états financiers et redresser la situation lorsqu'il et à nos citoyens pour nous avoir permis d'être en position de faire face à ce gros projet-là, en tout cas en meilleure position. Nous sommes en phase avec le projet. Nous aurons aussi à avoir d'autres projets. Il y a d'autres projets qui s'en viennent. On va continuer à garder le cap. Ce n'est pas parce qu'on a un gros projet qu'on va se permettre de finir déficitaire. On va maintenir le cap, on va maintenir le contrôle des dépenses et on va vous revenir en 2020, pour le 2025 avec un budget qui est aligné sur ces mêmes données-là. On est conscient aussi, je ne vous cache pas, que Sainte-Rose-du-Nord a le taux de taxation le plus élevé de la MRC. Ça, on le sait. Le problème qu'on a, c'est qu'on est la plus petite municipalité. L'autre problème qu'on a, c'est que 78% de nos revenus proviennent des comptes de taxes. Si je m'en vais dans des municipalités comme Saint-Honoré, comme Fardeau, comme Saint-Ambroise, ils ont des industries, ils ont des commerces, ils ont plein d'autres activités, et on parle de peut-être 35, 40, 45%, c'est des comptes de taxes. Le reste vient des commerces et des industries. Si on prend Saint-Honoré avec la mine, si on prend Falardeau avec les barrages, là, on drop en bas largement en bas de 40%. Donc, quand on vous dit qu'on va développer un peu plus d'économie à Sainte-Rose, c'est pour aussi élever le compte de taxes. Donc, on est une municipalité pour les années à venir fragile, mais agile. On se débrouille assez rapidement pour bien réussir. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui? J'avais un commentaire. Les citoyens, OK, on a fait notre effort. Sur le bureau touristique, on sait que l'industrie, vous parlez d'industrie, les autres places, là, notre industrie première ici, c'est le tourisme. Où est-ce qu'elle rentre l'argent à la municipalité avec le tourisme quand c'est toujours le citoyen qui paye pour le tourisme? Je ne comprends pas la question. À date, là, tout ce qui est fourni ici au bureau, tout ce qui est fourni partout, tout ce qui est géré au quai partout, c'est tout géré par la municipalité, avec des fonds de la municipalité ou des subventions. Les touristes qui viennent ici, ils ne payent pas une scène. Pas de parcomètre. Absolument pas de parking. Absolument rien. Absolument rien. J'ai même suggéré d'avoir une machine à glace ici pour rentrer des sous. Ils m'ont dit, on va l'envoyer à la place dans le privé. Fait que c'est toujours le citoyen. Moi, je suis tannée que ce soit toujours le citoyen qui fasse l'effort
quand on sait que notre industrie première, on en a du monde. Moi, juste au bureau touristique, là, je fais 40 actes minimum par jour. En fait, je suis content parce que je suis aussi avec vous, que ce soit les citoyens qui payent pour le tourisme. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ou peu d'opportunités où les citoyens peuvent dépenser de l'argent à Saint-Augustin. On a peu de commerce, on a peu d'activités qui sont facturables. On a travaillé à en ajouter dans les dernières années, que ce soit les Excusez-moi, parce que je ne comprends pas votre introduction quand vous dites peu de commerce. Là. Ben, on n'a pas beaucoup de commerce comparativement à bien d'autres. En fait, le problème du tourisme, lorsque le citoyen vient passer 1 heure et demie ou 2 heures dans une municipalité, le niveau de dépense des touristes est très faible comparativement à d'autres endroits où ils vont passer X journées à visiter des spectacles, à visiter plein de choses. Ça, c'est l'élément de l'économie que nous, on n'est pas en mesure d'offrir actuellement, puis ça, c'est ce sur quoi on travaille pour offrir aux citoyens. Je suis content que vous le mentionniez parce que ça fait partie d'un de nos défis d'ajouter de l'offre touristique ici à Saint-Pierre-du-Nord. Payable. Maintenant, je veux juste faire une chose que je n'ai pas pris le temps de dire au début. J'ai été ramené à l'ordre par Mme Suzanne au début, au comité plénier. Quand on a commencé, c'était une question par personne. Et je limitais une question par personne. Donc, j'ai été sermonné par Mme Suzanne, gentiment, et elle bien faisable. Donc, de m'assurer de respecter à l'arrivée. Juste continuer sur le Non, en fait, sujet, c'est une question par personne. Je vais demander à M. Eric de poursuivre la réponse. Oui, juste un petit rappel qu'il y a 2 ans à peine, pendant l'hiver, le stationnement payant a été mis en place. Donc, c'est des revenus, c'est pas une fortune. C'est pas lui qui est payant, c'est celui-là de l'été. Si vous me permettez, ceci dit, il a aussi été annoncé à la population, entre autres, on a fait des présentations du montage financier en lien avec le projet des eaux usées, qu'une partie des revenus viendrait de la mise en place de stationnement payant, au même principe que l'hiver, mais en été aussi. Donc, c'est pas une idée folle de penser que ça va arriver, c'est prévu que ça arrive. Là, vous comprenez qu'il y a des travaux qui vont se faire, mais c'est certain qu'à court terme, comme dans d'autres municipalités qui vivent de tourisme, le stationnement va être payant pour les touristes. Reste à voir comment le conseil, ce sera le prochain conseil, voudra mettre ça en place. Ceci dit, il faut aussi s'assurer de mettre en place des actions qui justifient les interventions requises. Il faut quand même des revenus suffisants versus que ça implique de mettre en place les stationnements dans le contexte en plus où notre mode de fonctionnement est déjà en place, l'application, et ensuite si on l'a déjà, ça c'est pas quelque chose qui va être très compliqué à mettre en place. Donc, à très court terme, avec les eaux usées, le stationnement va être payant à Saint-Augustin-Nord, c'est une forage. Pour l'instant. Évidemment, sous réserve d'une décision du conseil. Mais pas le DG de ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon, on va revenir à l'ordre du jour standard. C'est bon? OK. Alors, on revient à l'ordre du jour standard. Procès verbal. Donc, adoption du procès verbal du 4 août 2025. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Propos de la prière. M. Étienne propose, appuyé par M. Gilles. Merci. Correspondance, on n'en avait pas. Rapport des comités. Société de développement. M. Gilles. Donc, j'invite la population demain soir ici à 18h. On va avoir l'AGA de la Société de développement. Il va y avoir des élections, il va y avoir le bilan de l'année 2024 qu'on fait demain, étant donné qu'on a eu des problèmes avec notre firme de comptable. Donc, ça a été retardé. Mais demain, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'on amène avec la Société de développement pour faire vivre la municipalité, ça plus vivant, je vous invite, on va vous l'expliquer dans les détails. Si vous avez des questions ou vous avez de l'intérêt de vous impliquer dans des comités, ça va être un moment de venir poser votre candidature et de mettre l'épaule à la roue. Merci. Merci, M. Gilles. J'avais Mme Suzanne. Moi, je voudrais juste faire un petit retour sur le quatuor du Saguenay qui donnait 10 concerts en 5 jours au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, nous avons eu la chance de les recevoir chez nous. Mme Marie-Josée Paradis s'est occupée d'organiser leur visite.
On a eu 1h30. C'était. Ça a passé comme ça. En tout cas, c'était super pour ceux qui aiment cette musique-là. Ils se promettent de revenir cette fois-ci parce qu'ils devaient se présenter, sur le quai. Puis en fin de compte, la température ne permettait pas. Ça fait qu'on était dans l'église, mais ça avait le cachet spécial. C'était super. Changement de propos. Je voudrais féliciter notre comité des loisirs pour l'organisation de leur Xème. Je ne sais pas si Jonathan il sait le nom. Non? Mais en tout cas, ça fait des années et des années que c'est présenté. Il y avait. Pardon? Ça a été inventé, ça. Ah, OK. Ça veut dire que ça date avant César et les Romains. OK. Ça fait que, ils ont reçu 8 équipes qui se sont affrontées, créant un achalandage pour Sainte-Rose durant 2 jours. Puis pour avoir vu qu'est-ce qui se passait, c'était un très, très gros achalandage. Ça fait qu'encore félicitations à notre comité des loisirs. Merci, Suzanne. Les chemins, Eric. Là, on va virer une petite transition parce qu'on a un employé qui prend sa retraite, on a un nouvel employé. Ça fait que on va se rencontrer avec Gilles les prochains jours, là, puis Éric et moi, pour voir quelle stratégie qu'on va prendre là, pour voir comment est-ce qu'on va s'ennuyer, parce qu'il en reste encore beaucoup de travail à faire, parce que avec les changements climatiques, on sait, là, les printemps, c'est débile. Là, on a des pluies de fou, ou bien les hivers qui finissent plus. Ça fait que c'est ça, on va essayer d'optimiser les petits moyens qu'on a pour qu'on ait le plus possible à faire. De l'autre côté, j'invite la population que s'ils observent des choses dans les chemins, nos employés municipaux souvent sont privatisés dans certains secteurs de la municipalité, ce qui fait qu'ils ne font pas l'ensemble des rues à tous les jours. Donc, si vous êtes témoin ou vous prenez conscience de choses, ben, je vous invite à communiquer directement avec moi ou avec M. Larouche ou M. Aymon pour nous partager l'information. Le but, c'est de vous donner un service le plus rapidement possible. Merci. Je serais rendu à Michel, comité finances. Oui. Ben, moi, je voudrais féliciter Éric et Nancy, Éric Aymon, le DG, puis Nancy, pour le travail qu'ils ont fait depuis un bout de temps. Là, depuis qu'ils sont là, Nancy, elle va d'un coin pour la finance, elle nous trouve des trucs, et puis, et c'est sûr que c'est vous autres qui faites les efforts. On les fait tous les efforts. OK? En rapetissant les comptes de taxes, le paiement des comptes de taxes, mais justement, on ne paye pas d'intérêt. On paye moins d'intérêt sur nos affaires. OK? Les déchets, vous avez fait des efforts. L'éco-centre, vous y allez, ben, ça baisse notre charge. Okay? C'est vous autres, ça. C'est grâce à vous autres qu'on. Tout le monde met l'épaule à la roue, ben, on a 380 000, ben, c'est vous autres qui l'avez fait. Avec l'aide de Nancy et d'Éric. Okay? Moi, je pense que Sainte-Rose, c'est un beau village. Oui, c'est un village qui est accueillant pour le tourisme, mais il reste encore des efforts à faire. Des efforts pour que l'argent reste à Sainte-Rose. Développer le privé, l'argent reste à Sainte-Rose. Parce que on est le village le plus taxé à la MRC. Je ne sais pas si c'est tout au Québec, mais ici, écoute, on a un beau village, tout le monde fait son effort, ça roule. Moi, en tout cas, pour le redressement des finances, ça a bien été, OK, mais il faut féliciter Éric et Nancy qui ont travaillé d'arrache-pied. Puis le retard, c'est pas de leur faute, c'est des comptes qui arrivent en retard, c'est des affaires qui arrivent en retard. Et comme M. Pedro vous l'a dit, l'administration publique des municipalités, il n'y a plus de bureaux de comptables qui veulent en faire. C'est pour ça qu'eux autres ont un surplus et qu'on a du retard. Là-dessus,
conteneurs d'électricité. J'aurais d'autres choses à dire, mais pour l'instant, moi, je pense que c'est correct. On a un surplus. Pensez que vous avez tout le rapport là-dedans. OK? Merci. Merci, M. Blanchard. On permettrait d'ajouter dans le, si je ne me trompe pas, Michel, dans le constat, c'est le 2025 à mi-année, parce qu'on a fait le suivi avec Michel, Éric et Nancy. À mi-année, on est sur le budget. C'est-à-dire qu'on avait prévu un léger surplus en fin d'année, donc on est aligné sur le budget. Normalement, comme là où on dépasse le budget, c'est parce que les dépenses, normalement, au mois de juin, sont déjà toutes faites, donc on n'aura pas le reste de l'année, etc. Et c'est juste là où je suis dans le même sens que Michel, c'est quand on pose des questions, que ce soit Éric ou Nancy, on a les réponses, et on a les explications, on a bien souvent pas besoin de poser des questions, les réponses arrivent et sont détaillées. Donc, on garde le cap d'ici la fin de l'année 2025. Et il y a des élections en 2025, ce qui n'était pas le cas en 2021. On a prévu le budget pour les élections pour 2025. Donc, au moins, ils n'auront pas de surprise à la fin de l'année à ce niveau. Merci, M. Michel. J'avais peut-être quelque chose aussi. Puis les revenus, là, pour venir à Marie, là, la question qu'elle a posée, des revenus, on en a trouvé des revenus. L'école ici, là, okay? On sait nous autres, c'est un cas de neige. Okay? Il y a aussi l'achat du loader, c'est une dépense, mais qui nous crée des revenus parce qu'on l'a 12 mois par année, puis on travaille avec, on n'a plus besoin d'en louer, puis il nous coûte encore moins cher que si on faisait de l'allocation. Fait que ça, c'est des revenus, c'est moins de dépenses, donc quand on a moins de dépenses, on capitalise sur nos revenus. Je peux comprendre ce que tu me dis. Je suis entièrement d'accord, c'est bien expliqué. Je faisais juste mettre en lumière qu'il y a un facteur, qu'on parlait d'industrie encore. Notre industrie première, c'est celle-là. On a X nombre de personnes qui viennent ici à chaque année. On est chanceux parce qu'on ne fait pas de publicité, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, absolument rien. C'est du bouche à oreille. Puis on a du monde qui rentre ici, puis on se fait demander où est-ce qu'on paye le parking. Vous avez eu la réponse. Oui, c'est ça. Mais on continue. J'avais la plateforme des comités culture. Oui, moi aussi j'ai plusieurs petits comités qui sont en pause pour l'été. C'est la rentrée, au mois de septembre, donc on va sortir un journal à la plateforme ce mois-ci. Vérifiez vos boîtes à lettres. Pas tout de suite là. Donnez-nous 2-3 semaines quand même. Le comité SARP aussi, on travaille à faire les pancartes de rue, l'affichage. Ça va reprendre ce mois-ci. Le plan de développement des communautés nourricières en partenariat avec la SD. On se remet à travailler là-dessus aussi. Puis la politique culturelle dont la municipalité va se doter. On continue à travailler là-dessus. Il n'y a pas de nouvelles, c'est rien passé pendant l'été, juste pour un petit rappel là, que ces comités-là existent et qu'on travaille sur des projets. Un jour, vous allez voir l'aboutissement de tout. Merci, M. Etienne. Alors, ça nous mène au 5.2, projet des eaux usées. Dernier élément, en fait, on arrive presque à une étape importante. Tous les documents ont été déposés au ministère des Affaires municipales. La prochaine étape, c'est de recevoir une autorisation du ministère qui confirme que le ministère va financer le projet. On est dans les temps, c'est normal, c'était prévu que ça arrive à la toute fin. L'objectif, c'est que lors de la prochaine séance du Conseil, le Conseil autorise le lancement des appels d'offres. Donc, il va y avoir 3 appels d'offres, un pour la construction, évidemment, un pour la surveillance de chantier et un pour le contrôle de qualité. Donc, c'est des devis qui sont prêts, il reste quelques petits détails à finaliser. On est en communication régulière avec le MAMACH, donc on n'a pas de raison de penser qu'on ne soit pas capable d'atteindre notre objectif qui était de lancer les appels d'offres à l'automne pour amorcer les travaux le plus rapidement possible, fin printemps, début hiver. Fin hiver, début printemps. Monsieur Legault, c'est ce que en même temps, c'est le 10 octobre, 21 septembre, c'est peut-être pour ça qu'on attend. OK, on continue, blague à part. Donc, toujours dans le projet des eaux usées, si on fait un suivi aussi de la démarche, vous savez que dans le processus de traitement des eaux usées, là où on installe une des stations de pompage, on avait entrepris de discuter de l'acquisition de 2 parcelles de terrain.
vous savez, nous, on a une obligation de résultat, donc on a quand même entrepris le processus d'expropriation, ce qu'il fallait arriver de toute façon, c'est une expropriation. Alors, on a rediscuté avec les personnes en question, on a fait des propositions et on a récemment déposé une proposition finale, globale et finale, qui, à notre sens, à nous, était très généreuse, elle est même, à certains égards, légèrement au-delà de ce que les normes nous permettaient d'aller, mais on a décidé d'essayer de régler le problème. Alors, suite à cette offre-là pour les deux propriétaires, l'offre a été, on a reçu une contre-offre. Alors, nous, on avait indiqué que c'était une offre finale, donc on n'était pas négociable. Donc, devant le fait qu'on a reçu une contre-offre qui, pour nous, n'est pas acceptable, donc on poursuit la démarche d'expropriation au besoin jusqu'au tribunal, parce qu'on va avoir besoin de ces terrains-là pour le projet de traitement des eaux usées. Donc, je donne un proposeur et un appuyeur pour la résolution proposée par M. Michel, appuyé par Mme Suzanne. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est accepté à l'unanimité la résolution pour aller de l'avant sur la démarche d'expropriation jusqu'au tribunal si nécessaire. Merci. 5.3, projet d'établissement de villégiature ancienne Michouette. Sinon, là, M. Mapout, au niveau des promoteurs récents. 5.4, projet d'établissement de villégiature Anse-d'Enhaut. Les gens qui demeurent dans le secteur constatent qu'il y a une avancée des travaux plus marquant depuis quelques semaines, quelques jours. Le promoteur prévoit, on devrait voir apparaître tranquillement les 5 chalets qui sont prévus d'être construits dans la montagne ici derrière au cours des prochaines semaines. Par contre, le promoteur a pris un peu de retard dans son projet. Il était question originalement d'un projet qui serait une ouverture pour les fêtes 2025. On parle plus maintenant de printemps printemps 2026. Merci. Toujours dans le même dossier, on a eu une rencontre la semaine dernière avec le promoteur relativement au déneigement du chemin d'accès qui mène jusqu'au stationnement des chalets en question. Ce n'était pas la première rencontre qu'on avait avec le promoteur, mais le promoteur nous est arrivé avec une proposition de solution parce que le déneigement ne dépasserait pas le stationnement, parce qu'après ça, il est assez hasardeux d'essayer d'aller plus loin. L'idée, ça serait d'avoir une solution de circulation par alternance à partir du musée pour partager le chemin avec les motoneiges, mais avec feu de circulation. Ça existe dans certaines régions. Le promoteur est allé voir à certains endroits où ça existe. Et le promoteur s'engage à mettre en place tous les besoins nécessaires pour assurer la sécurité et la possibilité de faire ce déneigement-là. Il va nous revenir avec plusieurs propositions là-dessus. Ce qui permettrait d'avoir une voie un peu comme, je l'ai vu moi quand je suis allé en Gaspésie cette année, c'était à l'occasion. C'est un air ou une route, puis après ça, quand un feu rouge, c'est les autres qui circulent, ce qui est sécuritaire. Il y avait des gardes de protection de chaque côté, parce qu'on était vraiment en bord de montagne. Donc j'ai compris que c'était comme ça. Il doit nous revenir avec une proposition détaillée. Puis il propose d'assumer les coûts pour mettre ça en place aussi. Donc je pense que c'est une proposition qui peut être intéressante. Ce qu'on s'est dit, le conseil municipal, c'est que ça vaut la peine d'aller voir. Parce que c'est quand même un projet d'investissement à Sainte-Rose-du-Nord d'environ 2,5 millions. Le projet d'investissement à Sainte-Rose-du-Nord de 2,5 millions, ben, il n'y en a pas régulièrement. Puis on s'est amusé, M. Émoi et moi, à faire la comparaison. Si ce projet-là se faisait à Saguenay, 2,5 millions à Sainte-Rose, c'est 750 millions à Saguenay. Donc on s'est dit, ça vaut peut-être la peine d'écouter, de voir les propositions qu'ils peuvent nous faire. On est conscient du risque, mais je pense que le monsieur est très sérieux, très conscient du risque, et il veut nous arriver avec des propositions sérieuses. On lui fait confiance et il va nous revenir là-dessus, donc on fera un suivi plus détaillé de l'avancement. 5.5, projet résidentiel à Québec. Là-dessus, on est toujours en communication avec le promoteur quant à la vérification de certains éléments
distanciel, là, si ce n'est des discussions entre les experts du promoteur et notre équipe. Donc, il n'y a pas d'entente qui a été signée pour ce qui est du chemin. Et le plan d'aménagement d'ensemble n'est pas encore jugé recevable par la municipalité. Donc, on est toujours en attente de renseignements, de clarification du promoteur. 6, présentation des comptes d'administration finance. 6.1, 6.2 sont retirés. 6.3, 6.4 et 6.5 sont déjà faits. Alors, 6.6, autorisation de paiement excavation de la vallée, travaux chemin de villégiature. 5 926 C'est des travaux en lien avec c'est une facture en lien avec les travaux qui ont été effectués pour les chemins. Dans ce cas-ci, on parle d'intervention dans le secteur de Tableau et du Grand Lac. Merci. On prend proposé M. Étienne et M. Michel. Faculté à l'unanimité, je vous remercie. 7, affaires générales, 7 retiré. 7, des projets de captation et de traitement des eaux usées. Secteur quai municipal, autorisation de signature d'une entente de fonds des petites collectivités. Résolution. On l'a déjà expliqué, là, le financement du projet des eaux usées, c'est assez complexe. On a plusieurs ministères qui soutiennent la municipalité, dont le ministère en fait, des Affaires municipales et de l'habitation, qui techniquement gère un projet du ministère des Tourismes. C'est une vieille entente que la municipalité avait obtenue avec ce ministère-là en 2018. Depuis, il y a eu beaucoup de négociations pour rehausser la part du gouvernement au projet. L'objectif de la résolution, c'est d'autoriser le maire et le directeur général à signer le protocole d'entente pour ce projet-là. Concrètement, c'est un financement d'une bonne partie du projet, mais surtout dans le secteur, je vous dirais, de l'église jusqu'au quai. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Alors, Suzanne propose, appuyé par M. Éric. Ça, on demande le vote, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Ça me mettrait au 7.3. Droit de passage hiver, l'eau 608 79 84, 608 93 57, 608 93 58, c'est une résolution. Je vais juste vous faire un petit résumé un peu du dossier. En fait, c'est une demande d'un citoyen qui souhaite que la municipalité lui verse une compensation financière pour maintenir le droit de passage. Donc, afin de maintenir un droit de passage sur un lot lui appartenant. Il y a quelques années, selon les informations que nous avons recueillies, la municipalité a confié à une entreprise privée le mandat d'aménager un sentier de 1,5 km pour VTT et motoneige sur un lot municipal situé près du lac à la mer. Pour une raison plus ou moins nébuleuse que nous ne connaissons pas, le sentier a plutôt été aménagé. C'est une erreur d'apprentissage. C'est ça pareil. Ah, je ne sais pas. Moi, je sais que tout ce qu'on nous a dit, c'est que le sentier devait être aménagé sur un terrain de la municipalité et il a été aménagé sur le lot voisin qui lui appartenait à un propriétaire privé. Ce propriétaire a toléré l'existence du sentier sur son lot. Les citoyens ont pu circuler sur le chemin sans problème. Toutefois, il n'existe aucun document ou droit de passage officiel officialisant le fait qu'un chemin municipal est situé au cœur d'un lot privé qui est situé en zone agricole. Ça, c'est un peu compliqué. Le propriétaire a donc, il y a quelques mois, a vendu le lot en question à un autre particulier. Celui-ci demande à la municipalité une compensation financière pour maintenir le chemin accessible. S'il n'obtient pas une compensation financière, il menace de bloquer l'accès au chemin. Nous, lorsqu'il nous a demandé ça, c'est là qu'on a appris que le lot n'était pas sur le lot municipal, mais était bien sur le lot privé. Nous n'avons pas de données statistiques sur le niveau d'utilisation du chemin. Celui-ci ne figure pas sur la carte de la Fédération des clubs de motoneige du Québec, contrairement au sentier 328 qui est Mont-Valin au village, au sentier venant au du Capot. Donc raisonnable de penser que c'est un sentier local.
ce qui est de la compensation, ben, lui demande une compensation. Si le conseil décide d'aller de l'avant avec une compensation, si on regarde ce qui s'est versé dans des lots provinciaux, en moyenne, c'est 3 $ du kilomètre. Donc, la compensation. Mais C'est votre correct. 5 piastres, on a C'est M. Lémon qui est ben, ça me rassure, parce que tantôt, quand on s'est juste, on ne vraiment pas en champ. OK. OK, il y a une différence, M. Lémon, à 1 km/h. Ça va? Ouais. Si vous allez à 100 km/h, vous allez à plusieurs fois 100 mètres. OK. Donc, 3 $ le mètre. Donc, si le conseil municipal est d'accord, j'ai besoin d'un proposeur pour compenser monsieur à raison de 3 $ le mètre. Sinon, moi, avant ça, j'aurais quelque chose à dire. C'est que ce sentier-là, oui, c'est beau, là, mais il est très dangereux. Okay, il est rendu presque inaccessible, les arbres se referment dedans, le roc aussi. Fait que, il n'a pas été entretenu depuis 3-4 ans. Fait que, c'est de l'argent. Ce serait le seul sentier non provincial pour lequel on verserait des compensations annuelles. Puis de l'autre côté, si on crée un précédent en faisant ce sentier-là, ben, il y a les gens du petit Nord aussi qui nous demandent des petites choses, puis qu'on leur doit de refuser étant donné le manque d'effectifs. Donc, si on commence à mettre des effectifs sur cette partie-là, tandis que d'autres ont des chalets dans ce coin-là, on ne voit pas une cohérence. C'est sûr que les gens de la Cour vont demander l'entretien aussi. Ça, on n'en voudrait pas. est-ce que là, la CNIL veut demander l'entretien? C'est temporaire. La municipalité a un terrain là. Oui, juste à côté. Juste à côté. OK. Pour savoir, c'est. Donc, versus fermer ce chemin-là et faire une grille carrossable pour 4 roues sur le terrain de la municipalité. Déjà, à ma connaissance, payé pour faire le sentier sur. Oui, mais on fait des sentiers pédestres. Donc, on peut faire un sentier carrossable pour se rendre au complet. Pour passer par là régulièrement, là, ben, la topographie fait qu'on est vraiment dans les extrêmes. C'est pas carrossable. Ben, c'est pas pour rien qu'ils l'ont tassé quand ils l'ont fait. Ça, on le sait, là, mais on a du moyen de regarder autre chose. C'est la réponse. Pour l'instant, moi, j'ai une proposition de résolution. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyant? Si je n'ai pas de proposition, donc la résolution n'est pas adoptée. On est bien là pour accorder une compensation à la personne. Alors, voilà, on va voir aux questions là, pour la suite. Alors, 7.4, modification, calendrier des séances du Conseil, séance de novembre 2025. Oui, M. le maire, lorsque le Conseil a adopté le calendrier des séances pour l'année 2025, donc à la fin de 2024, il y a une petite erreur qui s'est glissée. Théoriquement, on avait une séance qui était prévue le 3 novembre, donc tout de suite après les élections du 2 novembre. Ce qu'on a oublié, c'est qu'il faut attendre, avant de tenir une séance et d'assermenter les nouveaux membres, les futurs membres du Conseil municipal, il faut s'assurer que les délais de contestation soit passé. Donc, 4 jours après, tout candidat peut demander, par exemple, un recomptage. Il y a 4 jours pour effectuer cette démarche-là après les élections. Donc, dans ces circonstances-là, nous devons déplacer la séance une semaine plus tard pour qu'on puisse respecter ce délai que chaque candidat aura de contester l'élection. Nous avons une proposition pour la résolution de changer le calendrier des séances. M. Michel propose, appuyé par M. Pétienne. Merci. 7.5, déneigement 550 mètres, saison 2025-26 sur le chemin de l'Anse à la mine. Offre de service de M. Franck Villeneuve. M. Villeneuve a une entente avec la municipalité depuis un certain nombre d'années pour le déneigement d'une petite partie du chemin de l'Anse à la mine. Donc, c'est assez récurrent. Chaque année, on arrive avec une proposition de M. Villeneuve pour poursuivre cette opération-là. Le chemin de l'Anse à la mine est un chemin municipal.
Donc, il propose ses services pour l'hiver 2026, 25-26, à la même tarification que l'année passée. Merci. Ça va proposer le sujet. Et Mme Suzanne, c'est adopté l'unanimité ici. 7.6, rapport commission de toponymie du Québec. Dépôt. C'est un dépôt, effectivement. On a reçu le rapport quant à la toponymie utilisée par la municipalité au niveau de ses voies de communication. Je voudrais globalement, la municipalité, la commission porte une attention particulière à l'utilisation de noms faisant référence aux femmes et aux Premières Nations. Vous savez tous qu'on n'en a pas des tonnes, des chemins et des rues à Sainte-Rose-du-Nord, mais comme nous avons une rue qui fait référence à la fois aux femmes et aux Premières Nations, donc on se classe bien dans le rapport de la commission. Donc, c'est un dépôt. Merci, M. Dumont. 7.7, déneigement de certains chemins de villégiature. Retour des appels d'offres saison 2025-2028. Tout à fait. Le Conseil avait autorisé il y a un certain nombre de semaines de lancer des appels d'offres pour sélectionner l'entreprise qui effectuera l'entretien des chemins ruraux. C'est un contrat de 3 ans qui met à échéance au printemps 2025. On a communiqué avec un certain nombre d'entreprises pour obtenir des propositions pour effectuer le travail. Je dirais comme à toutes les autres années, il n'y a qu'une seule entreprise qui a soumis un prix, c'est la ferme de Lance au Foin, qui fait déjà le travail pour Sainte-Rose-du-Nord depuis plusieurs années. Donc, une augmentation, on passe de 2025, l'opération va coûter 50 800 à la municipalité et l'augmentation nous amènerait vers 53 700 si le conseil accepte l'offre de service. Merci. Donc, proposé M. Etienne, appuyé par M. Éric. Adopté à l'unanimité. Merci. 7.8, offre de service FQM, Fédération québécoise des municipalités pour les assurances, modification des valeurs des immeubles municipaux. En fait, la problématique pour nous, c'est que les immeubles municipaux n'ont pas été réévalués depuis de nombreuses années. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le montant accordé, par exemple, pour l'assurance de l'édifice municipal est des dizaines de fois inférieur à ce que ça va coûter de reconstruire en venant un sinistre. Donc, M. et moi, en fait, une recherche là-dessus. Je vais laisser le document de nos recherches. En fait, il y a trois options possibles. Le conseil peut opter pour le statu quo, c'est-à-dire de ne pas changer les valeurs des immeubles. C'est une réalité. Je vais vous donner un exemple de l'hôtel de ville, effectivement, avec la bibliothèque. Présentement, l'édifice municipal est évalué à 635 000. Donc, vous comprenez, s'il y avait une perte totale, 635 000, pour une base de comparaison, j'ai fait une recherche pour une municipalité de moins de 1000 habitants qui a construit récemment un édifice municipal avec bibliothèque. Nous, on fait une recherche très approfondie, mais on parlait d'un investissement de 4 millions. Donc, notre 635 000 pourrait ne pas être suffisant si on avait un incendie majeur. Ce qui occasionne, évidemment, s'il n'y a pas de feu, c'est correct. S'il y a un feu, ça peut devenir plus problématique. C'est la même chose pour tous les édifices municipaux, puis je voudrais que c'est la même chose pour au niveau du contenu des édifices municipaux. Donc, le conseil a, comme je vous disais, trois options, soit rien faire, soit confier le mandat à une firme spécialisée d'évaluation qui pourrait déterminer exactement le montant de nos propriétés. C'est le point 7 quelque chose, 7.9 de l'ordre du jour. Ou une autre possibilité, c'est de discuter de gré à gré avec l'assureur qui démontre une ouverture pour rehausser, pas nécessairement à la hauteur de la valeur réelle de nos bâtiments,
mais quand même de rehausser nos limites de notre évaluation. Évidemment, c'est les assurances, ça vient avec une augmentation de la prime, ça c'est certain. Donc, on pourrait, par exemple, regarder un exemple, tout à l'heure je parlais d'édifice municipal à 635 000. Il y a une ouverture pour de la FQM, c'est la Fédération québécoise des municipalités qui assure les biens de la municipalité, déjà de monter à 1,2 million pour la valeur. Donc, on peut peut-être avec eux continuer les discussions pour voir jusqu'où on peut aller pour modifier l'augmentation. Donc, soit que le Conseil choisisse une des résolutions, c'est ça. La résolution que le Conseil voulait adopter en comité technique, qui va être adoptée là, c'est d'aller rencontrer la Fédération québécoise de la municipalité pour négocier avec eux une majoration des montants à un niveau qui serait comparable à la valeur des bâtiments. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un proposé M. Michel, appuyé M. Éric. C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. 7.9 est annulé étant donné la résolution qu'on a adoptée. 7.10, Société de développement de Sainte-Rose-Nord, demande relative aux frais d'assurance. Donc, il y a quelque temps, la société de développement a délégué les responsabilités de déplacer les quais municipaux à la municipalité. Avant, les coûts de ça étaient assumés par la société de développement. Donc, on avait passé une résolution, ça avait été accepté par le conseil municipal. Maintenant, aujourd'hui, on ramène ça parce qu'il vient des assurances aussi avec l'utilisation des quais. Puis, pour le moment, c'est la société de développement qui assume la responsabilité des assurances pour un équipement municipal. Donc, la question est, est-ce que c'est la société de développement qui doit être responsable financièrement par les assurances des quais qui appartiennent à la municipalité? La question est, on se doit se la poser. En conseil municipal, tout à l'heure, mes collègues pourraient peut-être me ramener parce que M. Claude, M. Éric, tantôt quand je suis arrivé là, à la rencontre, je crois qu'il y avait des décisions qui avaient déjà été prises par rapport à ça. Puis il manque la finalité. En fait, il y avait historiquement, oui. Il y a plusieurs années, c'est ça que je dis, historiquement, il y a plusieurs années, les installations appartenaient à la société de développement. Corporation nautique. La corporation nautique à l'époque. Et lorsqu'il y a eu les changements, je pense qu'on a créé la SD et qu'on a fusionné, à l'époque, c'est là où on s'était rendu compte, la municipalité, c'est qu'il y avait des travaux à faire, il y avait des investissements à faire, mais la corporation nautique de l'époque n'aurait jamais eu la capacité financière de faire ces investissements-là. Donc, les actifs avaient été transférés à la municipalité. Et ça signifiait aussi les assurances qui étaient transférées à la municipalité. Quand tu me dis ça, techniquement, ça aurait dû être les assurances. Je ne sais pas quand est-ce que ça a changé. Je ne sais pas, puis je peux apporter l'information publique, mais la finalité, je n'ai pas eu la réponse. Qu'est-ce qu'on avait pour finalité? Autrement de savoir si c'est la SD qui va continuer à payer les assurances Non, ou c'est la municipalité qui va être responsable de leur propre équipement. En fait, la municipalité, à mon sens, à moi, ce qu'on avait discuté à l'époque, c'est la municipalité est responsable d'assurer les équipements. Okay? Maintenant, si vous donnez des activités, vous avez des assurances responsabilités à ce niveau-là. Parce que s'il y a eu des accidents avec l'ordre d'événement, etc., ça, c'est à l'ASD. Ce que je me souviens, à l'époque, j'étais président de l'ASD. Donc, la résolution va aller dans le sens que c'est la municipalité qui assume les assurances des quais. Donc, on fait là, ça nous prend le proposeur, puis proposé par M. Etienne. Est-ce que quelqu'un demande de voir? Alors là, tu n'as pas ta réponse. Merci, c'est adopté à l'unanimité. OK. 7.8, adoption des règlements. Pas 7.8. Peut-être une question là-dessus. Oui, Les assurances pour l'équipement, la marina, les pontons, tout le kit, la passerelle,
Mais s'il y a un bateau qui brûle, on est assuré pour le bateau? Ça, c'est le bateau. Il y a aussi, on a eu une rencontre récemment à la MRC pour l'assurance maritime, les couvertures d'assurance maritime. On a justement discuté ce sujet-là. C'est la SD qui paye et puis qui perd. Madame Marié se posait de revenir là-dessus, le niveau de responsabilité, c'est pas clair. Puis l'autre chose aussi, si le bateau prend feu, puis qui est supposé aller l'aider? Le quai, ça serait une bonne idée. Si le quai saute, continue de sauter sa marjolaine. On a un quai qui est un peu trop agressif. C'est une vieille blague. 8. Adoption des règlements 8.1. Adoption règlement d'amendement 356-2025. Modifiant le règlement du zonage numéro 249-2015 relatif à l'unité d'habitation accessoire UHA. Je me répète depuis quelques mois, M. le maire, on le sait, les modifications au règlement de zonage, c'est toujours long, il y a plusieurs étapes à franchir. On en est à l'étape finale, donc c'est l'adoption finale du projet de règlement. Il y a eu une première adoption, il y a eu des consultations, il y a eu une deuxième adoption, les gens avaient la possibilité de demander l'intervention de la commission municipale, ce qui n'a pas été le cas. La dernière étape entre la seconde adoption et l'adoption finale, c'est la confirmation de la part de la MRC que notre réglementation cadre avec l'ensemble de la réglementation de la MRC, ce qui est le cas. Donc, c'est un règlement qui, en fait, vient répondre à une demande d'un citoyen qui avait été déposée il y a déjà un bon bout de temps, de permettre, vous résume ça, la construction d'une unité de logement, par exemple au deuxième étage d'un garage, ce qui n'était pas permis avant l'adoption de ce règlement. Dans le cas du deuxième règlement dont on va parler après, c'est une concordance parce que vous savez, il y a plusieurs règlements en matière d'urbanisme, mais il faut s'assurer que chaque règlement dise la même chose, parce que souvent l'un fait référence à l'autre. Donc, dans ce cas-ci, la première adoption, c'est pour le règlement de zonage, et le deuxième, ce sera en lien avec le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, Gilles, vous avez un proposeur et un appuyeur pour le premier règlement. M. Michel propose, appuyé par M. Gilles, qui s'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. 8.2, règlement d'amendement 357-2025, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, numéro 333-2023, relatif à l'UHA. C'est la même chose. Le proposeur et un appuyeur, M. Michel, appuyé par M. Etienne. Adopté à l'unanimité, je vous remercie. 8.3, adoption règlement omnibus 359-2025 relatif à la paix, l'ordre et à la sécurité publique. Ça, c'est un projet de règlement qui a été déposé à la séance du mois d'août. C'est à la demande de la Sûreté du Québec et de la MRC d'uniformiser la réglementation relative à la paix, l'ordre et la sécurité publique. Concrètement, c'était pour faciliter le travail des policiers. C'est difficile, évidemment, d'arriver dans une municipalité, Saint-Rose-Nord, avec un règlement X, puis à la suite, le même patrouilleur se retrouve avec Saint-Fulgence avec un règlement Y. Vous comprendrez que c'est assez simple, c'est assez facile de s'y perdre si c'était le cas. Donc, chaque municipalité de la MRC adopte le même règlement, l'appellation omnibus, pour ce qui est de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. Nous, on avait quand même, le conseil avait des vérifications qu'on a eu à faire, parce qu'on est probablement la dernière municipalité à l'adopter. Malgré le fait de tout ce que je viens de vous dire, qu'il y a un règlement commun pour tout le monde, on a encore la possibilité de maintenir notre réglementation relative au stationnement. Parce que l'hiver, on est la seule municipalité où il est interdit de se stationner et où il faut payer. Puis éventuellement, comme je disais tantôt, ça ne sera pas juste l'hiver. Mais on est encore en mesure d'avoir cette réglementation-là et de la faire appliquer malgré l'adoption du règlement omnibus. Donc, ça prend un proposeur pour l'appuyeur. Michel, je ne voulais pas le proposer. L'appel. Proposé par M. Gilles, appuyé par Mme Suzanne. C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. 9. Avis de motion. Projet de règlement 360-2025 sur la tarification des services d'eau potable selon le volume utilisé. Dans ce cas-ci, c'est carrément une obligation du ministère des Affaires municipales. Le
ministère oblige Sainte-Rose-du-Nord à adopter un règlement qui fera en sorte qu'à partir de 2027, je souligne 2027, on l'adopte tout de suite parce qu'il faut adopter le règlement d'ici la fin de la présente année. Nous demandons un délai d'application parce que ça implique de calculer la consommation d'eau. Évidemment, ça concerne les citoyens qui sont branchés au réseau d'aqueduc municipal. Pour les résidences privées, il n'y a pas de changement. Il n'y aura pas de tarification au volume. Même s'il y a des gens chez qui on a installé des compteurs d'eau encore là parce que le ministère nous obligeait de le faire, puis que même si on fait des relevés, on fait les relevés uniquement pour savoir à quoi ressemble une consommation normale, je dirais de 2 adultes, 2 enfants. Mais le ministère nous oblige à ce que tout ce qui n'est pas résidentiel soit tarifé en fonction du volume. En termes clairs, pour évidemment consulter le règlement qui n'est pas très volumineux, on parle même de 24 pages. En termes clairs, toutes les entreprises commerciales auront un montant minimal à payer pour la consommation d'eau. Donc, le minimum sera toujours l'équivalent de la facture qui est envoyée aux citoyens, aux résidences privées. Pour le reste, la facture de chaque propriétaire qui n'est pas résidentiel va dépendre de sa consommation. Donc, le premier 250 mètres cubes d'eau consommée entraîne, comme je dis, j'essaie pour vous m'aider, une résidence, le gouvernement considère qu'une consommation normale, c'est 250 mètres cubes d'eau. Puis je vais vous dire, on commence à faire nos suivis. Je pense qu'il y a une marge de manœuvre de 250 mètres cubes d'eau. Ensuite, pour les commerçants qui vont dépasser de 250 mètres cubes d'eau, le premier 250 mètres cubes d'eau suivant, ça sera une tarification selon la consommation à 80 sous par mètre cube d'eau. Donc, évidemment, si vous en prenez 200 mètres cubes de plus, ça va vous payer plus cher. Et ensuite, pour ceux je voudrais les grands consommateurs d'eau, donc ceux qui vont dépasser 500 mètres cubes d'eau par année, bien là, la facture augmente encore, donc au lieu de payer 80 sous, ils vont payer $1 par mètre cube d'eau. Donc, comme je vous dis, je vais me permettre un petit commentaire, c'est pas de cas parce que ça entraîne des démarches administratives, il faut faire des suivis, il faut aller dans les commerçants. Il faut s'assurer que tous les commerçants ou tout ce qui n'est pas une résidence a un compteur d'eau. On a encore quelques propriétés qui ne sont pas munies de compteur d'eau, donc il faudra mettre ça à jour. De là, le délai pour pouvoir mettre ça en application. Et on va arriver avec un système de facturation donc plus complexe pour ce qui est du non-résidentiel à Sainte-Rose-du-Nord. Et je rappelle que pour ce qui est du résidentiel, il n'y a pas la volonté, le Conseil n'a pas de volonté de changer la réglementation et il n'y a pas de demande du ministère quant à. C'est pas jamais, moi je n'ai pas vu nulle part où on demandait que ça soit aussi le cas pour les citoyens. Ceci dit, là je vous parle d'aujourd'hui. Ça va être ça dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ça c'est sans doute. Okay. Merci. Donc ça me prend un proposeur pour la motion. Oui. Suzanne, avec M. Étienne. Monsieur, est-ce que pour On va y revenir tantôt avec les. Oui, ok, bon. 10, projet de règlement, dépôt du projet de règlement 360-2025, donc sur le même sujet. Ça me prend un proposeur aussi pour le. Je vais le faire. OK, tu vas faire. Donc, ça répond à la question. 11, urbanisme. 11.1, bilan mensuel, service d'urbanisme. C'est le dépôt. Oui, j'essaie de trouver la page finale qui est ici. Nombre de permis pour le dernier mois est de 9 pour une valeur de 350 000 $. Non. Ici, c'est un dépôt. 11.2, procès verbal rencontre du comité consultatif urbanisme et protection du patrimoine. 21 juillet, c'est un dépôt. Commentaire à faire, non? C'est bon. OK. 11.3, demande de
7667 route de Tadoussac, implantation d'universal domestique, résolution. Donc, oui, c'est une demande de dérogation mineure. C'est passé au comité d'urbanisme et de protection du patrimoine, le CCUPP. Celle-là, ça n'a pas été particulièrement difficile. C'est une dérogation mineure. C'est permis d'installer une serre à cet endroit-là. Son zonage est parfait. C'est un très grand terrain. Le hic, là, c'est que c'est une serre qui a été achetée chez un fournisseur avec des panneaux rigides, qui est légèrement plus grande que les dimensions qui sont écrites dans le règlement d'urbanisme. On parle d'environ 5%. C'était vraiment une petite aberration. Il fallait passer par le processus de dérogation mineure. C'est passé comme une lettre à la poste, je vais vous le dire. Donc, le comité d'urbanisme recommande qu'on accepte cette dérogation. Comme une lettre à la poste. Ouais, c'est Les ainsi. postes, pas trop fort. Ça risque de temps. On passera à la résolution dans 3 mois. Ouais. Dans le fond, si vous voulez, des fois on dit des dérogations mineures, mais on n'a pas les chiffres. C'est dans le fond, c'était, la loi c'est 28 mètres carrés, et puis elle avait 30,18. Fait que c'est vraiment une petite dérogation mineure. Merci, Mme Suzanne. Donc, je vais donner la parole à M. Boulet, propose M. 11.5, autorisation du Conseil, programme d'implantation et d'intégration architecturale. 11.4, je me suis mis. Moi, j'ai sauté 11.4, c'est vrai. Demande de dérogation mineure 25.8, 114 rue du Quai, porte de garage de l'atelier. Ben oui, ça aussi, c'est le comité d'urbanisme qui s'est penché là-dessus. 11.4, 11.5, on parle du même projet. C'est un citoyen qui a un atelier là, de travail du bois. C'est un sculpteur qui veut se construire un atelier pour pratiquer son métier. Puis vu qu'il sculpte des gros billots de bois, il a besoin d'une porte de garage qui va permettre de rentrer les gros billots dans son atelier de travail du bois. Donc, il doit passer par une dérogation mineure pour construire une porte de garage plus grande, légèrement plus haute que ce qui est prescrit dans le règlement d'urbanisme. C'est pas quelque chose qui devrait jurer dans la trame du village. Puis, le comité d'urbanisme considérait qu'il y avait une raison valable et de bonne foi de vouloir construire une porte de garage plus grande. Michel, tu as une question? Non, Ah, tu proposais, OK. Puis je peux rajouter que ça ne sera pas une porte de garage comme la plupart du monde avant à notre garage. Ça va être vraiment soit qu'elle soit coulissante ou il y avait deux options. Il y avait deux options que je choisissais, mais comme à l'ancienne, que tu pousses comme ça fait que. Les portes de garage. C'est ça. Merci. Donc, j'ai un proposant appuyé par M. Eric. Merci, c'est adopté à l'unanimité. Donc, là, c'est le 11.5, autorisation du Conseil, programme d'implantation et d'intégration architecturale, construction d'un bâtiment complémentaire à 194 rue du Quai. On parle du même citoyen qui a le même projet de construire son atelier de travail du bois, de sculpture. Comme dans le périmètre urbain, on a le PIA, le plan d'application et l'organisation architecturale, qui s'assure qu'on ne se trouve pas des aberrations dans le cadre villageois, ce qui est super. Donc, le comité urbaniste s'est penché là-dessus. On a regardé les plans. On parle d'un bel atelier de bois qui est du travail du bois, mais qui va inclure également des poutres ouvrées, sculptées, comme on peut dire. Puis des portes de grange en bois qui devraient bien s'harmoniser dans le cadre villageois lorsqu'il y a déjà beaucoup de bois et des portes de grange. Donc, le comité d'urbanisme considérait que ça allait être très beau dans le cadre villageois, puis on recommande au conseil d'accepter la construction. Merci. Proposé par M. Eric, appuyé par M. Michel. C'est adopté l'unanimité. D'hiver, on n'avait pas de sujet d'hiver. Ça nous amènerait à la période des questions. Alors, on va, vu que je me suis fait taper ses doigts, on va y aller de façon rigoureuse, une question par personne. Oui. La madame parlait du stationnement. Mais à Saint-Claude, ce qui nous manque présentement, surtout pour c'est un hôtel, puis un restaurant qui a de la sens qui peut donner des cartes services. Ça, c'est un gros investissement, mais ça serait panoramique. OK, le restaurant,
très très cher, un hôtel juste en haut. Ça me permettait. Si on veut être dans le monde un peu, si on veut se développer, il faut qu'on investisse. J'ai entendu parler que certaines compagnies, comme je pense que c'est dans Saint-Jean, qui ont investi un gros montant pour développer. Ici, il y a beaucoup de monde, mais ils vendent des frites sans vont. Il n'y a rien d'autre. Ils ne peuvent pas coucher ici. Fait que je demande au bout du panel de vérifier avec les entreprises privées, les compagnies privées qui seraient intéressées d'investir. Mais ça ne sera pas rentable. Ça ferait peut-être 10 ans avant que ce soit rentable. Mais ça ne ferait rien à la municipalité parce que nous, c'est leurs argent. Et les compagnies, ils n'ont de l'argent, c'est ici. Ils vont pas aux États-Unis, ça veut par ici. Fait qu'il faut investir ici pour mettre Saint-Paul sur la map. Saint-Paul, c'est important. C'est beau, Saint-Paul. C'est beau dire que c'est beau, mais quand tu ne peux pas rester, tu ne peux pas parler ce que tu veux. Fais regarder pour ça. Pas d'autre chose. En fait, juste pour répondre à votre question, dans le projet de cœur villageois, il y a des projets d'amélioration au niveau des commerces. Il y a des projets aussi, on parlait du projet de la Nichouette, on parlait du projet aussi de l'Escapade. Donc, il y a d'autres projets pour attirer aussi du logement, en fait, de l'hôtellerie ou de l'hébergement, et aussi du logement ici à Saint-Paul-du-Nord. Ça fait partie du package, mais je vous dirais que c'était dur avec un traitement des eaux usées pour faire l'attirer du monde. Oui, mais tout ça donne bien. Le rouge, ça va être très bien. Tout va être très bien. Une question par personne. Je vous interromps. Mais oui, ça fait partie du, je vous dirais, du package qu'on a. Ça viendrait nous entrer ici. Pour les prochaines années, puis on veut développer du logement abordable aussi. C'est plus que dans les cartons, le logement abordable, il a été déposé. L'hôtel est prioritaire. Merci. Autre question. Est-ce que je ouvre ma parenthèse? Oui, vous pouvez poser une question, M. Côté. Les eaux, l'eau, vous parliez que c'est chaque personne qui avait payé, qui dépassait les quantités d'eau. Je sais très bien qu'ici, elle dépasse largement. Est-ce que les pénalités comptent aussi pour la municipalité? Non, la municipalité ne s'envoie pas de cours de taxes. On n'en a pas non plus. Non, mais on parle pour parler, mais quand on prend trop d'eau, on prend trop d'eau. C'est sûr que je ne parlerai pas de l'angle de la pénalité, mais c'est certain que ce qui est démontré, c'est qu'il y a une très forte portion de la consommation d'eau qui est effectuée par la municipalité, notamment par les toilettes publiques. Vous savez, il n'y a pas que les toilettes publiques qui fonctionnent en été, il y a certains établissements qui fonctionnent seulement l'été, mais notre consommation d'eau, notre production d'eau, c'est du 5 au double entre un mois d'hiver et un mois d'été. Sauf qu'effectivement, nous, justement, dans l'argumentaire, pour ne pas avoir à adopter ce règlement-là auprès du ministère, on a voulu mettre ça, on a voulu démontrer que la consommation d'eau des citoyens de Saint-Paul-du-Nord n'est pas problématique. On n'a pas besoin de. Mais c'est la structure comme telle de la municipalité qui fait en sorte que l'été, pendant quelques semaines, boum, on a plein de monde, puis ils viennent ici, excusez l'expression, pour leurs petits besoins. Souvent, après ils le font, pas juste ça, idéalement, mais en tout cas, ils viennent ça, ils consomment de l'eau, c'est vrai qu'on est obligé d'en produire le double de ce qu'on pourrait produire, par exemple, en avril ou en mai. Malheureusement, l'argument n'a pas été suffisant pour convaincre le ministère, mais c'est un fait. Mais on n'envoie pas de compte de taxes à la municipalité ou tout ce qui est public. L'école, si l'école s'était à gaspiller de l'eau, on serait capable de le savoir, de le nommer, mais ils n'auront pas de facture. Merci, M. Côté. Oui, tantôt, vous avez parlé de projet de Lanzmanot qui était conscient de la sécurité puis d'installer le système de lumière. En fait, c'est un système de bois partagé. Là. Ma question, c'est est-ce qu'il veut aussi prendre en charge l'événement de la messe? Ça fait partie des discussions. Ça fait partie des discussions parce qu'il y a un engagement pour le déneigement. C'est un chemin municipal. Donc, normalement, on ne délègue pas le chemin municipal pour déneiger parce que le chemin appartient à la municipalité. Maintenant, ça risque peut-être de devoir faire en sorte qu'on modifie certains de nos équipements pour les rendre plus fonctionnels. Je vous dirais que pour l'instant, c'est la municipalité. C'est pas un danger que nous veulent sortir de nous aussi? Oui, ça fait partie des choses qu'on a discutées, mais on comprend que le dénivelé aller jusqu'au garage, mais au stationnement, puis le reste en haut, il y a un écart magistral au niveau sécuritaire.
conscient que ça peut attirer ça. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, je suis obligé de répondre à ce que j'ai dit tantôt. Face à un investissement de 2,5 millions dans la municipalité de Sainte-Rose qui va attirer des gens, puis si c'est bien organisé pour les motoneigistes et pour la circulation, on doit l'évaluer aussi sous cet angle-là. Mais oui, je vous rassure, on est très conscient que. Il semble qu'ils étaient conscients quand ils ont présenté le. Oui, il y en était conscient. Oui. Autre question? Oui. Ce côté, dans les discussions qu'on a eues avec eux autres, là, il va y avoir une consultation avec les gens d'en haut qu'on avait parlé. Tu te souviens? En fait, on a dit peut-être. Ouais. On avait dit peut-être. Ils vont discuter sur ces choses. Alors, l'acceptabilité C'est sociale. pas le deux. Je pense pas que ce soit le 2,5 millions qui va changer la sécurité pour les citoyens. C'est ça. C'est ça qu'il faut voir. Ouais. Mais en fait, les gens, ils veulent vraiment s'intégrer au niveau social. Ils veulent pas entrer en chaîne avec les gens de la communauté. En même temps, il faut penser que si on veut du développement, il y a peut-être des choses qu'on va faire différemment de ce qu'on faisait dans le passé. On n'a pas le choix. Monsieur parlait de projet de développement aussi tout à l'heure. Il y a des choses qui sont dans les cartons qu'on veut bien faire, mais un, on n'a pas la capacité de faire en même temps, et deux, si on veut de l'acceptabilité sociale. C'est sûr qu'acceptabilité sociale, c'est pas unanimité sociale, on se comprend. Donc, mais on essaie toujours d'aller en consultation, comme disait. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Pour le chemin que vous aviez décidé de ne pas adopter, de payer une compensation au propriétaire, lui, il peut-tu bloquer le chemin? Oui, il est son terrain. C'est ce qu'il disait d'ailleurs dans son courrier. Puis au départ, pourquoi le chemin, il ne pouvait pas passer sur le terrain de la municipalité à cause de la topographie et tout ça? Ben écoutez, je peux difficilement vous le dire, je l'ai dit il n'y a pas longtemps. Donc, je comprends que ça serait probablement ça, la question de toponymie, je ne sais pas. Mais à l'époque, il y a eu un choix des personnes concernées. C'était prévu de passer sur un chemin de la municipalité, ça a été dévié sur le chemin de particulier. Nous, on est pris avec la situation aujourd'hui. Il faudrait que j'interprète ce que les gens pensaient, puis là, c'est assez compliqué. Autre question? Moi, j'aurais quelque chose à dire avec la fermeture de l'Assemblée. Moi, je voudrais remercier les gens qui m'ont fait confiance pendant 8 ans. Moi, je me retire, je ne me représenterai plus aux élections. Et puis, je suis là qui va prendre la charge de se présenter. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Merci, M. Weber. On a besoin d'un autre qui se présente pour l'élection ici. Oui, madame. Je voudrais continuer versus ce que Jonathan parlait concernant s'il bloque le chemin, qu'advient la traverse et le pont de l'autre côté qui traverse le lac à la mine. C'est qui arrive. On ramasse nos petits et on s'en retourne à la maison ou non, le chemin il n'est pas beau du tout. Il n'est pas Si on carrossé. bloque le chemin, c'est qui arrive, c'est ça. Ça sera à qui de mettre l'assignation ou de bloquer aussi le chemin. C'est effectivement. La passerelle, on la laisse là ou on la récupère puis on la met ailleurs? Pour l'instant, je ne peux pas. Et réfléchissez pour une traverse sur le terrain du lot de la municipalité, là, que ce soit carrossable. Je comprends qu'on a déjà payé pour un terrain, un mais sentier qui passait sur un lot municipal, alors qu'il est passé pas sur un lot municipal. C'est ça. Puis, nous, on a payé pour ce chemin-là. L'ancienne était sur un lot municipal, puis le terrain était vendu avec un sentier qui passe sur le terrain non municipal. Donc, comprenez là, que au moment où on se parle, je ne suis pas là d'investir encore dans un terrain du lot municipal où il va y avoir un sentier qui passe sur le lot municipal. On va avoir des discussions à avoir encore pour l'instant. Il y a pas juste des sentiers pédestres aussi. Oui, moi je sais qu'il y a des sentiers. Il y a du transport, motoneige et. La pédestre, c'est pas pareil. Ouais. Mais moi, je pense là, que la passerelle est déjà sur un terrain municipal.
OK? Moi, je pense que ça vaudra la peine de regarder parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui passent là. Puis là, ils passent par la route qui est dangereuse puis c'est illégal. Je pense qu'il y a des affaires qu'il faut regarder. Parce que ce sentier-là, il relie Lac-Rouge, Tableau, toute la gang, lance à la mine. Fait que c'est pas juste il y a des citoyens qui passent là-dedans. Juste vous dire, on l'a appris, on en a discuté, on n'est pas là à dire qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, on vient d'en discuter. Maintenant, comme dit Michel, on va regarder différentes alternatives, on ne sait pas. Pour le reste, je ne veux pas m'engager dans quelque chose que je ne sais pas. Madame, oui. Oui, je reviens sur le sujet du traitement des eaux usées. Oui. Je me posais la question si la municipalité avait eu l'autorisation du ministère de l'Environnement. On a toutes nos autorisations. Ce qui nous manque, c'est la lettre écrite du MAMACH pour aller de l'avant avec nos autorisations. Avec l'autorisation du ministère. Toutes les autorisations ont été données. Juste préciser une petite chose. Les pontons, c'est une halte nautique et non une marina. Donc, ce n'est pas privé. Une halte nautique, tu viens, tu couches dans ton bateau et tu repars. D'où le fait, la responsabilité, si les bateaux prennent en feu ou sont responsables, sont supposés d'être à bord. Oui, dans une marina. Non, quand c'est une halte. Quand c'est une marina, tu peux laisser ton bateau là et aller coucher ailleurs parce que c'est privé. Une halte nautique, tu es obligé de coucher dans ton bateau. Donc, s'il y a un feu, ben c'est eux autres qui sont responsables dans le sens qu'ils sont supposés d'être là. Bon, c'est un petit peu. Merci. La précision. Alors, si je n'ai pas d'autres questions, je vous remercie. Monsieur Raymond, quand vous allez sortir, faites sûr que la porte dans la salle à manger, dans la cuisine, celle-là entre les deux portes soit bien clenchée, il ne clenche pas tout seul.